Hola a todos. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'imagine que dans quelques endroits je joue en tant que local, comme ici. Le discours d'aujourd'hui, en gros, sera de la politique monétaire, pour l'avenir. Pour cela, la conférence a 3 parties. Une partie où en gros, je décris les conditions initiales, la situation dans laquelle l'économie argentine était au moment de notre arrivée. D'un autre côté à la lumière de ce que nous mettons en œuvre et du succès que nous avons. Ce que je vais expliquer est le diagnostic que nous développons et en conséquence le package de politique économique que nous concevons et, très particulièrement, le problème monétaire. Je tiens à souligner que nous sommes confrontés à un événement historique, à une forme non conventionnelle, pour réduire l'inflation et c'est pourquoi je crois que c'est un environnement qui mérite, dans lequel nous discutons de ce que nous faisons. Car bien qu'il soit toujours prématuré, quand on a la conscience historique, comprend la caractéristique de la réussite. Nous, lorsque nous arrivons, l'inflation en gros, qui est celle qui progresse, a voyagé à 54% par mois. C'est-à-dire que, annualisé donne 17 000%. Et dans le dernier numéro, grossiste était de 2%, c'est-à-dire une inflation de 28%. Et je pense que cela vaut la peine de discuter et d'analyser parce que, systématiquement, il a été dit que nous n'avons pas de programme. Donc, la question est, comment ont-ils fait? C'est-à-dire la vérité que je ne connais ni l'équipe, Toto, et nous n'avons pas étudié avec Copperfield comment faire de la magie. Il me semble donc que cela vaut la peine d'en discuter. Ce qui se passe, c'est qu'après tant d'années de collectivisme, je crois que, dans la population, je dirais, et plus que tout dans la profession et les communicateurs ont perdu la notion et la conscience de ce qu'un programme de stabilisation est, en particulier, dans une perspective libérale. Un programme de stabilisation a un programme fiscal, un programme monétaire et une politique d'échange. Maintenant, si vous, alors, vous voulez ajouter des choses, c'est parce que vous commencez à afficher des quotas de tête. Quotas politiques. C'est une façon différente de voir le processus et, en outre, il me semble qu'il vaut également la peine d'être analysé parce que, contrairement à d'autres cas intéressants de cette stabilisation, il n'y avait pas d'hyperinflation antérieure. Car lorsque vous avez une hyperinflation antérieure, ce qu'elle fait est des actifs financiers liquéfiés. Par conséquent, la stabilisation, alors, est très facile car elle commence à partir de niveaux de demande très faibles. Ensuite, la recomposition de la demande d'argent facilite la stabilisation. Maintenant, bien sûr, passer par cette expérience et voir la quantité de pauvres, en 95%, ne serait pas un exercice agréable, pour le mettre d'une manière ou d'une autre. L'autre caractéristique très importante est que, en fait, pendant la campagne, j'ai dû faire beaucoup contre cette accusation et que nous n'avons pas fait de plan Bonex. Autrement dit, il n'y a pas eu d'expropriation. En fait, bien que personne n'ait expliqué comment résoudre le problème des responsabilités rémunérées, et nous étions les seuls à avoir parlé des responsabilités payantes. En gros, ce que nous n'avons pas donné était des dates, et, en arrière, parce que nous sommes un gouvernement libéral libertaire et, par conséquent, le processus devait être commercial et cela dépend des décisions des individus. Maintenant, quelque chose qui semblait impossible, nous l'avons résolu en 6 mois. C'est-à-dire que nous avons terminé avec le 4e déficit budgétaire de 10 points du PIB et qui semble que personne ne le remarque. Mais il va, en termes d'inflation attendue et de transfert. C'est un problème vraiment significatif. Une autre fonctionnalité supplémentaire de ce programme est qu'elle n'a pas de contrôle de prix. De plus, nous n'avons pas fixé le taux de change. Autrement dit, il n'y a pas de taux de change fixe. Il y a un système de PEG rampant. Et cela est également intéressant, dans le but de regarder les résultats inflationnistes. C'est-à-dire,
avoir un système de PEG rampant. Le programme, aujourd'hui, a conçu une inflation induite, qui est la cheville rampante. Plus l'inflation internationale, cela, plus ou moins, donne un taux d'inflation mensuel, de 2,5%. Ainsi, quand on regarde l'inflation au détail qui, le dernier record était de 3,5%, signifie que la véritable inflation macro a été déplacée à 1. Cela signifie que l'inflation, du programme, est de l'ordre de 1%. Cela signifie qu'aujourd'hui, la véritable inflation, en Argentine, se rendait à 13% par an et cela semble être un rêve. Tout au long de ce que nous souffrons, au cours des 20 dernières années, ou depuis la création de la putain de Banque centrale, de la République argentine, en 1935, à l'exception de la période qui a été le programme de stabilisation le plus réussi de l'histoire argentine, et qui est né, ici, qui était le plan de convertibilité du ministre Domingo Felipe Cavallo. D'un autre côté, cela, en outre, est devenu réprimander les prix relatifs et, avec tout cela, nous portons de l'inflation, à des niveaux qui pourraient alors osciller, entre 10 et 25%, qui, s'ils ne veulent pas le considérer comme un miracle ou n'aiment pas la théorie économique que nous utilisons, nous pouvons l'ajouter aux forces du paradis. Et enfin, ce que je vais faire, c'est dire quelle est la politique monétaire en avant, car cela, aussi, nous aidera à communiquer et à essayer d'expliquer ce que nous pensons. Face à l'avenir, j'expliquerai le concept de dollarisation endogène et, alors, montre comment nous constatons la croissance et comment cela est lié à la partie monétaire. Aujourd'hui, je ne discuterai pas de différents régimes monétaires et ainsi de suite, car, il me semble, que c'est déjà un argument qui semble peu pertinent et qu'il est temps pour nous de nous concentrer sur l'avenir. En ce sens, quand nous avons supposé c'était une situation d'un énorme effondrement. Nous étions confrontés à ce qui aurait pu être la crise la plus importante dans l'histoire argentine, car elle a combiné les éléments des 3 grandes crises argentines. Nous avions un argent surplombant, qui était 2 fois plus dans le précédent à Rodrigazo, là-bas en 1975, lors du gouvernement de María Estela Martínez de Perón. Un gouvernement effrayant qui impliquait non seulement le triple A et le décret de l'annihilation et des aberrations supplémentaires, mais, au milieu, le rythme d'inflation et la multiplication par 5 la quantité de pauvres. Donc, si nous étions 2 fois en tant que déséquilibre monétaire, le taux d'inflation aurait multiplié par 12. Autrement dit, nous l'aurions porté à des niveaux de 2400. Et, d'autre part, nous n'aurions pas pu multiplier par 5 par la quantité de pauvres car 100% ne peuvent pas passer. Autrement dit, uniquement avec l'une des parties du déséquilibre. L'autre déséquilibre était le déséquilibre dans le solde de la Banque centrale, car nous avions une relation de responsabilité rémunérée, en ce qui concerne la base. 4 fois, ils nous ont laissé une situation où en un jour, nous pourrions interrompre le montant d'argent et cette situation était bien pire que celle que nous avions, dans la Banque centrale, en 1989, avant l'explosion de l'hyperinflation d'Alfonsine, qui, plus tard, s'est terminée par la fuite d'Alfonsine de pouvoir, 6 mois auparavant. Et, en outre, nous avions également des indicateurs sociaux qui étaient pires que ceux qui étaient, en décembre 2001, après être tombés de la convertibilité et du coup d'État, motivés par Duhalde et Alfonsine, qui, paradoxalement, Alfonsine le montre comme le père de la démocratie, étant qu'il était en faveur d'un coup d'État, mais il le montre, évidemment. En ce sens, nous avons constaté que, au cours de la première semaine de décembre, l'inflation se rendait à 1% par jour, ce qui implique une inflation annuelle de 3700%. Quand on regarde la deuxième semaine, et calcule les 15 jours pertinents, c'est-à-dire que l'inflation s'était accélérée à un taux de 7500% annuel. S'ils prennent celui de l'IPC, 25,5%, nous parlons d'une inflation, annualisée, près de 1500%,
Et si nous prenons l'IPM, le grossiste, annualisé, que 54 impliquait 17 000%. C'était le contexte dans lequel nous étions. Et, en outre, les déséquilibres, que j'ai mentionnés, ont également eu les déséquilibres. Nous avons eu des déficits jumeaux pour l'équivalent de 17 points de PIB. Pensez que dans quelle est la littérature des premiers indicateurs de crise, un déficit de 4% des jumeaux est une alerte jaune. 8 est red alert. Eh bien, 17, c'était violet, et c'est pourquoi nous avons gagné. À quoi s'attendait-il? Bien que nous décrivons généralement l'héritage, nous ne nous plaignons pas de l'héritage. Nous sommes venus résoudre le problème parce qu'en réalité, je suis le premier président libéral libertarian de l'histoire de l'humanité, et cela ne se produit pas dans des conditions normales de pression et de température. Maintenant, sur ces 15 points, 17 points de déficit, 15 se trouvaient dans l'État national, 5 c'était le déficit au Trésor et 10 ERA, de la Banque centrale. Dans le même temps, nous avions un écart de 200%, c'est-à-dire que la relation entre le taux de change parallèle et l'officier était de 3 à 1. Pour moi, cela me cause la grâce, car, lorsque le taux de change atteint le taux de change et le taux d'inflation est accéléré, certains économistes me blâment pour avoir dévalué. Et il me semble que si cela fait quelqu'un qu'il n'est pas formé en économie, je peux le comprendre. Autrement dit, les gens ne sont pas obligés de connaître l'économie. Mais je trouve étrange de dire des économistes professionnels, car si j'ai un écart de 200% et que j'ai des réserves internationales nettes négatives, à 12 000 millions de dollars, je n'ai pas dévalué. La seule chose que j'ai faite et la sincère, c'est de blanchir les choses. C'est pour montrer les choses à quel point elles sont vraiment. De plus, non seulement que nous ayons eu ce problème, mais, en outre, nous avions entre la dette de la CIRA, que la vérité est un véritable scandale, et des dividendes piégés, que la dette, dans le centre, était de 60 milliards de dollars. Nous avons également eu des dettes, en pesos, battant l'équivalent de 90 milliards de dollars. Nous avions une dette externe surmontée pour 25 milliards de dollars, ou principalement, c'était avec des organisations multilatérales. Mais depuis que le gouvernement précédent a vécu, le programme était tombé. C'était également très intéressant parce que tout le monde a parlé du programme n'était pas cohérent, et pensait que celui-là après une telle histoire non-complicité va et est assis en arrière-plan. Cette discussion n'est pas une discussion rapide, et, en général, cette discussion exige 3 mois. Nous fermons le programme, en un week-end. Cela signifie que nous avions suffisamment d'ordre. Donc, en ce sens, la situation était assez complexe et nous avions également une responsabilité cachée, à l'intérieur du centre qui était le thème des PU, et c'était toute l'image que nous avions rencontrée. Donc, ce dont nous avions besoin, c'était d'arrêter la possibilité d'un hyper parce que si nous étions allés à l'hyperinflation, la situation aurait été vraiment désastreuse. Si vous, regardez les sauts dans la pauvreté, de la crise de Rodrigazo, l'hyperinflation d'Alfonsine ou du coup d'État à de la Rúa se rendra compte que l'une de ces situations, en soi aurait doublé le nombre de pauvres. Ainsi, la situation était assez compliquée. De plus, je suis également surpris par la malhonnêteté intellectuelle des économistes et des politiciens, ou pire, des politiciens, qui sont des économistes. Ainsi, par exemple, l'un d'eux a déclaré « Non, non, vous avez la responsabilité d'avoir augmenté le nombre de pauvres de 5 millions. » Cela est également très intéressant et soulève la difficulté de la conception de la politique économique, mais, surtout, la communication de celle-ci. Comme vous le savez tous, en Argentine, la pauvreté dans les méthodologies qu'il existe. L'Argentine utilise la méthode de revenu. Ensuite, vous regardez le panier alimentaire de base. À partir de là, le panier de base total est supprimé.
Cela a une conséquence, en termes de revenus. La conversion entre ces deux lignes est appelée curve Engel ou coefficient Engel, et la compare aux revenus et regarde combien il y a des pauvres. Fondamentalement, j'explique très synthétique à quoi ressemble la méthodologie. Donc, la question est, comment si je fais une sincérité? Alors les nombres volent. Puis que signifie sincère? Et cela vaut également la peine d'être discuté et d'en discuter, de l'analyser. L'Argentine, en fait, est venue avec des contrôles des prix. C'est-à-dire que le gouvernement précédent contrôlait les prix, a marché sur les tarifs. La vérité est que si vous regardez un rapport, vous verrez tout ce qui était le déséquilibre, à des prix relatifs. Ensuite, lorsque vous avez un contrôle des prix, c'est-à-dire que vous avez toujours un déficit budgétaire, il le finance avec une émission monétaire. Cela dit, le gouvernement précédent a publié 13 points du PIB, au cours de la dernière année, où l'inflation générée par la diffusion, en Argentine, a un décalage entre 18 et 24 mois. Autrement dit, les aberrations du gouvernement précédent devront toujours purger. Et ce n'est pas que je le dis maintenant. Je l'ai dit dans la campagne et vous pouvez le chercher dans mes vidéos. Près de 10 ans et je dis exactement la même chose. Alors que se passe-t-il? Vous avez le contrôle des prix et deux effets apparaissent. L'un, c'est qu'ils vont vers d'autres marchandises et commencent à ramener les marchandises qui sont sous le contrôle, qui, en général, sont celles de l'indice des prix. Ainsi, lorsque vous regardez l'indice des prix ne reflète pas les effets du contrôle, les effets de la rareté, au point que vous pouvez saisir et obtenir un temps. Ce qui s'est passé à la fin du gouvernement précédent, que les gondoles étaient vides. Donc, de cela, il me rappelle beaucoup un exemple que Juan Carlos de Pablo donne, dans l'un de ses brillants livres, sur la politique économique, où il dit, un homme entre dans un bazar et dit, je veux ce vase. Combien cela coûte-t-il? 5 millions. Comment 5 millions, si vous êtes devant 1 million? Eh bien, allez acheter devant. Non. Eh bien, il n'y a pas. Eh bien, ici, quand il n'y a plus, cela coûtera 1 million. C'est-à-dire que le prix est celui-là. Ensuite, cela signifie que ce problème de pénurie n'est pas envisagé dans l'index. Par conséquent, la mesure de ce qui coûte ce panier est un menteur. Parce que, en outre, quel est le pouvoir d'achat de 100 pesos, 1000 pesos, 10 000 pesos, 20 000, tout ce que vous voulez, si la gondole est vide? Combien coûte ce prix? Ce prix est infini, car peu importe le nombre de pesos le lancer car le produit n'existe pas. Ensuite, face à cette situation, où le produit n'existe pas et que vous n'êtes pas sincère, les produits n'apparaissent pas. Donc, si vous n'êtes pas sincère, que se passe-t-il? Il va mourir de faim parce que les produits n'apparaissent pas. La seule façon dont les produits réapparaissent est que vos prix sincères. Au moment où les prix que vous sincères, bien sûr, sont enregistrés statistiquement, saute le panier alimentaire de base par Engel Curve, salta le panier de base total et vous vous inscrivez plus pauvre. Il y a un travail merveilleux, qui a récemment fait un professeur à Ditela, qui est González Rosada, et montre que cette sincère a mené 57% de pauvreté. Mais, retour, c'était là. Mais c'était plus facile de le cacher. Alors, non, ce n'était pas plus facile de le cacher. Autrement dit, vous ne mangez pas de statistiques, vous mangez vraiment un produit. Ce que nous devons essayer, c'est que les statistiques disent et être les plus similaires à la vérité. Et la bonne nouvelle est que, aujourd'hui, après 5 mois, le vrai salaire augmente sans s'arrêter, ou ceux qui augmentent sont ceux du secteur privé, là où le privé informel est très fortement récupéré, et celui qui ne se rétablit pas et qui est à la traîne est le secteur public, car il y a une tronçonneuse. Les données pour le dernier trimestre, selon les estimations de González Rosada, sont de 49%. Autrement dit, nous venons de réduire la pauvreté de 8 points de pourcentage. Oui, que nous prenons soin des plus vulnérables. Alors, le point est correct.
nous réduisons l'inflation. Il n'y a pas de plan social plus puissant que de l'inflation plus faible car il est clair que la taxe sur l'inflation est une taxe super régressive. Alors, comment l'ont-ils fait? Il me semble que c'est pourquoi le diagnostic est important. Maintenant, je me souviens qu'avant la campagne, maintenant il n'est plus discuté, mais, avant la campagne, la question de la nature de l'inflation a été plus discutée. Donc, il y a un ensemble d'économistes qui croient que c'est multicausal. Eh bien, depuis que j'ai mûri et grandi, je n'ai jamais cru cette chose. Je l'ai cru quand j'étais très petit, mais on se rend compte plus tard que les magies sont les parents. Que sais-je? Donc, j'ai toujours adhéré à l'hypothèse monétaire de l'inflation. C'est si important. Même dans la définition utilisée par un économiste de l'inflation fera une différence. Par exemple, dans mon cas, l'inflation est la perte de pouvoir d'achat d'argent. Autrement dit, il est généré par un excès d'offres et d'argent, soit parce que l'offre augmente, parce que la demande baisse ou parce que les deux choses se produisent en même temps, et tous les prix exprimés dans les unités monétaires augmentent. C'est-à-dire que si j'ai cette définition, je dois y aller et chier avec Reconquête 266. Maintenant, l'autre définition de l'inflation, ce que les politiciens aiment, est la hausse générale des prix. Donc, là, vous l'attrapez avec les syndicalistes, qu'ils ne sont pas sains, évidemment, avec les entrepreneurs, avec les travailleurs, c'est-à-dire avec quiconque, avec les politiciens. De toute évidence, les politiciens adorent ça. Donc, il semble que ce débat soit tout à fait visé. Je n'écoute pas beaucoup l'hétérodoxe et ses absurdités de l'inflation multicausale. Maintenant, le chemin, dans lequel nous atteignons cela, n'est pas le même. Cela dépend de l'école qu'il se trouve. L'hypothèse monétariste n'est pas la même. Pour Friedman, l'hypothèse de Robert Lucas Jr. n'est pas la même et l'hypothèse au format autrichien n'est pas la même. Donc, là, on sait que j'adhère à l'hypothèse de l'école autrichienne. Donc quelque chose qui semble assez évident n'est pas si évident. C'est-à-dire, par exemple, dans l'hypothèse monétariste, l'argent n'est pas neutre court, mais il est long. Dans l'hypothèse des attentes rationnelles, il est toujours à court terme, à moins qu'il n'y ait une surprise, mais les effets de la surprise au fil du temps, si vous abusez de ce mécanisme, disparaît. Dans l'hypothèse autrichienne, l'argent n'est jamais neutre. De plus, c'est un élément pernicieux. Ce qui fait mal est cela. La vérité est que, ils partiront, je ne pillerai pas la fin, mais ils l'imaginent. C'est pourquoi il est si important de revenir à la base. Cela semble quelque chose qui est rudimentaire. Cela semble un commentaire pour le débutant. Mais il se trouve qu'il semble que les économistes aient oublié des choses de base qui, alors, nous sommes délirants dans n'importe quoi et que nous oublions le problème. Le premier point est, pourquoi l'argent existe-t-il? Autrement dit, pourquoi il y a de l'argent? Parce que si nous ne savons pas pourquoi l'argent existe, comment nous comprendrons l'hypothèse monétaire de l'inflation, si nous ne comprenons pas de quoi nous parlons? Ensuite, l'argent existe, en gros, parce que si vous n'aviez pas d'argent, vous auriez une économie de troc. Maintenant, dans une économie de troc, le fonctionnement d'une économie de troc est assez complexe, car vous avez deux gros problèmes. Le premier est la double coïncidence. Autrement dit, vous devez trouver quelqu'un qui veut acheter ce que vous voulez vendre. Mais, en outre, ils ont besoin de réciproque, ce qui est un problème assez complexe. Maintenant, par exemple, je peux trouver le boulanger qui veut du pain et je veux du pain. Maintenant, il y a aussi un problème d'indivisibilité. Parce que je peux vouloir 1 kilo de pain, je ne sais pas, 2, 3 et je veux distribuer. Mais je ne suis pas disposé à donner une conversation complète, pour 3 kg de pain. Et le boulanger n'est pas intéressé à m'écouter. 3 minutes de ma présentation. De sorte que l'indivisibilité, plus le problème de la double coïncidence signifie que de nombreuses transactions sont perdues, et cela génère une perte d'énorme bien-être. Ensuite, l'argent vient résoudre ce problème. Et c'est ainsi que d'autres types d'argent sont apparus. C'est-à-dire que l'homme n'a pas pleuré,
Oh quel problème, ce que je fais, ne consomme pas. Non, non, il a cherché le retour. Ce qu'il a fait, c'est le retrouver. Et ce retour était qu'il y avait des marchandises qui ont été échangées, plus que d'autres. Ensuite, vous êtes allés acheter ce bien non pas parce qu'ils étaient intéressés à consommer ce bien, mais ils sont allés et ont acheté ce bien pour acheter l'autre bien. C'est-à-dire que c'était un bien d'échange indirect. C'est un problème extrêmement important. Ceci est fondamental parce que, si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas la nature de l'argent. L'argent est un bien d'échange indirect. C'est la clé car, maintenant, je vais expliquer pourquoi il est si important de comprendre cela. Maintenant, s'il s'agit d'un bien d'échange indirect, cela implique également de comprendre les différentes monnaies que l'être humain avait. Par exemple, lorsque l'homme était nomade, la première monnaie qu'il avait était le bétail. Et pourquoi le bétail? Et parce qu'il marchait avec les marchés. Il marchait avec le morphy sur le côté. Quelque chose qui aurait aujourd'hui une résolution psychologique. Qu'il marche avec le bug qui, alors ils tueront pour le manger. Retour. Ce sont des choses qui ne les naturalisons pas. Mais c'est ainsi que le monde fonctionnait. Et, bien sûr, mais alors l'homme est devenu sédentaire, et qu'a-t-il mangé? J'ai mangé du pain. Alors ce qui mangeait si c'était du pain. Ce que j'utilisais le plus, c'était le blé. Ensuite, l'une des premières pièces qui apparaissait était le blé parce que, juste, non pas parce qu'il voulait manger du blé ou qu'il voulait du pain, mais le servait d'échange indirect. Et donc un autre type de monnaie est apparu, comme le sel, le linge, le tabac est apparu. De plus, remarquez, je suis un grand homme et à un moment donné il y avait des films de prison, et qu'ont-ils utilisé comme argent dans les prisons? La cigarette. Ensuite, il y a des choses très drôles, comme l'hyperinflation, de l'Allemagne. Le cognac a été utilisé. Ensuite, Milton Friedman, à un moment donné, fait une blague qui dit, oui, ils ont utilisé le cognac, la définition la plus liquide de l'argent que j'ai rencontrée dans ma vie. Et qu'est-ce que tout cela vient? Que si nous comprenons que l'argent est un bien d'échange indirect que nous utilisons uniquement pour effectuer des transactions, cela implique que la demande d'argent est une demande dérivée. Il s'agit d'une demande miroir, dont l'homologue est l'ensemble des fonctions de demande excédentaire de l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire tout ce qui est le marché des marchandises, autrement dit, avec lequel, si les classiques commencent à revenir en arrière et ils peuvent lire cela, dans Hume, ils peuvent le lire dans Adam Smith, qui le décrit probablement et John Stuart Mill. Ils ont parlé d'un côté réel et d'un côté monétaire. Ils ont parlé du voile monétaire et ont dit du bien. Bien que nous ne nous envéninions pas, tout fonctionne barbare. Le problème est quand nous commençons à mettre notre main et c'est là que le système tombe en panne. Et pourquoi est-ce important? Parce que si la demande d'argent, le bien de l'échange indirect, c'est-à-dire une demande de miroir, une demande dérivée, les principes fondamentaux de la demande d'argent, la composante réelle dans la demande d'argent, n'est ni l'entrée de celle de mettre le revenu, ni la montée de celle de la possibilité de mettre le taux d'intérêt. Et il est également important qu'il soit clair, lorsque vous construisez un système de solde général, dans la fonction de demande excédentaire, le revenu n'apparaît pas, car le revenu est tiré de la vente de loisirs, ainsi que la participation que vous avez des avantages dans les entreprises, qui dépendent des prix. C'est pourquoi il n'y a que des prix et l'admission n'apparaît nulle part, et les fonctions de la demande excédentaire sont homogènes. 0 grade dans les prix et uniquement des prix relatifs et rien de plus n'apparaît. Et si vous utilisez un numérique, vous serez mis à l'échelle dans ce numérique. Dans une économie monétaire, ce numérique est de l'argent. Mais pas seulement cela, le taux d'intérêt n'apparaît pas non plus. Le taux d'intérêt n'existe pas car il y a de l'argent. Le taux d'intérêt existe car il y a du temps. Autrement dit, s'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas de taux d'intérêt. Cela n'aurait aucun sens. C'est une contradiction théorique. Alors ce que vous trouverez, dans les fonctions de la demande excédentaire, ce sont les vecteurs de prix.
et les prix actuels et les prix futurs entreront. Et la relation entre les prix actuels et les prix futurs, ce qui déterminera est le taux d'intérêt. Et lorsque tout le monde est géré, le taux d'intérêt émerge et le même pour chaque relation entre les périodes. En bref, la demande d'argent est une fonction qui dépend du vecteur de consommation. Le vecteur de consommation est toute la consommation de tous les produits non seulement aujourd'hui, mais d'ici à l'éternité. Et si cela dépend de la consommation dépendra-t-elle de quoi? Ce chemin de consommation, c'est-à-dire ce chemin pour le vecteur de consommation. Il dépendra de ce que Robert Lucas Jr. a dit être les paramètres profonds. Les paramètres profonds qui sont les préférences, c'est-à-dire les fonctions de l'utilitaire, y compris le taux de préférence intertemporale, parce que nous parlons maintenant d'une économie qui n'est pas une période, mais qui est du temps que vous voulez. Non seulement cela, mais aussi, cela dépendra de la technologie, c'est-à-dire de la fonction de production. Il dépendra des facteurs et dépendra du système immobilier, c'est-à-dire tous les paramètres profonds. Autrement dit, si je le mets sur une photo aujourd'hui, c'est toutes les données. Par conséquent, la demande d'argent, dans des conditions normales de pression et de température, devrait-il être quoi? Directement une fonction de granit. C'est pourquoi les classiques n'étaient pas si stupides quand ils ont mis la théorie quantitative de la version de Cambridge, si vous le souhaitez, en tant que fraction de revenu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas stupides. Ensuite, il y a le problème de l'incohérence du degré, qu'il s'agit d'une fonction homogène, grade 1, et qui ne peut pas coller le système. Mais c'est un problème de nature mathématique, qu'il a résolu, entre autres problèmes qui ont résolu Mise. Mais, au-delà de cela, si maintenant la fonction de demande d'argent est une fonction de granit, cette fonction réelle de la demande signifie que, en équilibre sur le marché monétaire, les soldes réels doivent être égalés. Autrement dit, le montant d'argent a divisé le niveau de prix. Par conséquent, le niveau de prix sera déterminé pour quoi? Pour le montant d'argent. Autrement dit, lorsque vous fixez le montant d'argent, compte tenu de la demande d'argent, le niveau de prix est déterminé. En arrière-plan, ce n'est ni plus ni moins que, sinon, le problème de l'encre nominale. Autrement dit, lorsque la Banque centrale détermine le montant d'argent, elle détermine l'ampleur nominale de l'économie. Par conséquent, lorsque la Banque centrale augmente le montant d'argent, les prix augmentent. Ensuite, la nature monétaire de l'inflation dit que l'inflation est, toujours et partout, un phénomène monétaire généré par un excédent d'approvisionnement en argent ou une baisse de la demande d'argent qui fait chuter le pouvoir d'achat de l'argent et, par conséquent, tous les prix exprimés une unité monétaire, augmentent. Et ce processus n'est pas neutre, car la façon dont vous tirez l'utilité, c'est-à-dire, si vous avez des individus différents, cela générera essentiellement que l'argent n'est pas neutre, car l'utilité marginale de 20 000 pesos pour moi n'est donc pas la même que ce que vous avez pour chacun, ce qui modifiera donc mon modèle de consommation, ce n'est donc pas neutre. Où j'ai un seul individu, mais maintenant j'ai plusieurs marchandises. Les différents biens ne dériveront pas la même utilité. Donc, par conséquent, si j'ai une économie, où les individus ne sont pas tous pareils et, en outre, il n'y a pas de bien, l'argent n'est pas neutre. Si vous voulez aller dans le monde de Friedman ou Robert Lucas Jr., où il est neutre, vous devez aller dans dans une situation où vous avez un agent représentatif et un bien unique. Et là, il tire le résultat de la neutralité de l'argent. Mais dans la vraie vie, ces hypothèses ne sont pas remplies. Par conséquent, l'argent n'est pas neutre. Et je vous en dis plus, l'argent que vous pouvez faire est de causer des dommages. Parce que si la Banque centrale émet, elle génère des dommages. Parce que si la Banque centrale se contracte, elle génère des dommages. Si vous ne faites rien, ce que je paye, ce que j'ai pour cela. Pourquoi est-ce que je paye? Et, si je pense,
disons mortellement arrogant, que j'ai des gars si brillants qui peuvent faire ce que les gens détermineraient. Pourquoi je vais le donner si les gens peuvent faire seuls? Mon allégation a déjà commencé contre la Banque centrale. Mais ici, l'important est la nature monétaire de l'inflation. Et, évidemment, quand la Banque centrale commence à faire des engrenages avec le montant d'argent, l'échelle nominale commence à se déplacer et, évidemment, que les prix relatifs commencent à se déformer et l'inflation commence à générer d'énormes dégâts. Autrement dit, l'un des avantages d'avoir une inflation stable, qui ne se répand pas, que le seul numéro d'inflation stable qui ne se répand pas est nul. Ensuite, fondamentalement, si je génère de l'inflation pour générer des distorsions relatives des prix, je commence à affecter le consommateur, l'épargne, les chemins d'investissement, affecter la structure du capital et les cycles de génération de fin de boom et bust. En général, ci-dessus, lié à la politique économique. Et la politique économique fait généralement ses barabazas à l'époque électorale. Alors, pouvez-vous croire qu'il y a un gars qui est si fou qu'il veut aller à un déficit zéro, que c'est pour éliminer la politique budgétaire au cours d'une année électorale et une diffusion zéro, qui consiste à éliminer la politique monétaire au cours d'une année électorale? Je veux dire, moi, regardez, si cela se termine bien, non seulement que ce sera un succès politique qui contourne la planète, mais ce sera également une révolution pour les économistes eux-mêmes, c'est-à-dire le décideur politique, qui relègue pour rendre la politique monétaire et fiscale expansive au cours de l'année électorale. Ce n'était dans aucun manuel. Par conséquent, après avoir essayé mon hypothèse selon laquelle l'argent, la délivrance d'argent est la cause de l'inflation, alors, maintenant, ce que nous devons faire, c'est pourquoi nous avons émis de l'argent, c'est-à-dire comment le gouvernement précédent a-t-il émis 13 points de PIB? Ainsi, fondamentalement, ce que nous devions faire était de réduire les éléments, ce qui a fait croître le montant d'argent. Ensuite, le premier, plus évident pour tout le monde a été le déficit budgétaire. Maintenant, je veux dire ceci, le déficit budgétaire était un tiers du déficit total que nous avions dans le trésor. En nation, je veux dire, c'était 5, le trésor et 10 le CASIF. C'est-à-dire qu'il a été licencié que nous avions, dans la banque centrale. C'était 2 fois plus que nous l'avions eu, dans le trésor. Et parmi ces 10, personne ne parlait. C'était la chose la plus sérieuse de tout cela. Donc, pour cela, nous avons dû couper avec le déficit budgétaire. Nous pendant la campagne et cela ne pouvons pas dire que je ne l'ai pas annoncé. Nous avons fait campagne avec une tronçonneuse. Regardez, la campagne, symboliquement. J'avais 3 choses. L'une était la tronçonneuse, qui était l'ajustement fiscal. Un autre était un billet d'$1, qui était essentiellement la concurrence des devises et l'élimination de la banque centrale qui lui a donné un dollarisation et savoir ce que c'est que d'essayer d'expliquer. Ce n'est pas la concurrence, c'est une énorme procédure. Et puis, en outre, dans nos actions, ils sont apparus, de manière récurrente, des drapeaux d'Israël. C'est-à-dire remarquer que dans l'exercice, nous réalisons, dans la politique internationale, il est réalisé, et je vais vous montrer comment nous réalisons également dans le monétaire. Personne n'a été trompé, dans la campagne électorale. C'est la première fois, dans l'histoire de l'humanité, qu'un candidat fait campagne disant qu'il réduira les dépenses publiques. Et, en fait, nous l'avons fait. Lorsque nous avons dit que nous allions à 0 déficit, ils ont dit que nous étions fous, qu'il était impossible qu'une chance puisse réduire 1 point du PIB par an. Et nous proposons que, la première année, nous allions à 0 déficit. Et le plus incroyable est que nous réussissons, au cours du premier mois de gestion. Si vous regardez les chiffres de l'Argentine, au cours des 123 dernières années, l'Argentine a eu un déficit depuis 113 ans et au cours des 10 ans, ce qui n'avait aucun déficit. Donc c'était un mensonge. Autrement dit,
C'est la première fois, en 124 ans, que l'Argentine se terminera par l'équilibre budgétaire dans la ligne financière, va que les forces du ciel poussent. C'était un élément très important parce que l'émission d'argent coupée pour ce qu'on appelle la route budgétaire, c'est-à-dire que l'une des sources d'émission monétaire a été coupée. Puis il a commencé à discuter de la qualité de l'ajustement. Regardez, l'Argentine, l'ajustement fiscal, en termes réels, est de 36,6%, qui ne s'est jamais produit, dans l'histoire de l'humanité, sauf en termes de guerre. Et pourtant, c'est parmi les plus grands ajustements de l'histoire. Mais ce n'était pas seulement l'ajustement qui a été fait. Il a également opté pour l'ajustement, dans la Banque centrale. Et là aussi, cela est important parce que personne n'a dit comment j'allais le réparer. Il y en a d'autres qui ont dit irresponsable. Il était réparé seul. Ce qui était la même qui ne disait rien, mais que lorsqu'ils lui ont demandé comment, il ne savait pas quoi faire. Ils ont dit qu'il allait réparer seul. Il y en avait un autre qui a dit que ce qui devait être fait était d'augmenter le taux d'intérêt. Ce qu'il a fait était d'élargir le problème. Mais nous savions que le taux d'intérêt devait être touché, car notre conception de la nature monétaire et de l'inflation, expliquée par le montant d'argent, montre définitivement que toucher les prix est mauvais. Donner une idée de la folie qui est de faire en sorte que la politique monétaire joue le taux d'intérêt. Voyons. Comment pouvons-nous le faire? Supposons, rappelez-vous que nous avions, à la fois, un secrétaire au commerce, nommé Guillermo Moreno. Autrement dit, la question est celle de contrôler les prix que Moreno a fait, et je leur demande d'être emphatique. Peuvent-ils me crier si c'est bien ou mal? Je ne les vois pas très convaincus. Sont-ils avec des problèmes de gorge ou de brune? C'était bien. Ils peuvent être plus précis. Que vous découvrez que personne n'aime les contrôles de prix. Eh bien, vouloir contrôler le taux d'intérêt, c'est vouloir contrôler les prix présents et futurs. C'est comme une sorte de Moreno Reloaded, et c'est l'incroyable version de Moreno. En fait, si nous avions prêté attention à ceux qui ont dit que nous devions aller à des taux d'intérêt réels positifs, aujourd'hui, la relation entre les responsabilités rémunérées par rapport à la base serait supérieure à 10 fois. Nous aurions passé à parler du commerce de transport. Nous aurions passé à parler de la balle Lolique ou de ce que vous voulez. Nous aurions parlé de tout ce genre de choses. Et si nous ne faisions pas tout exproprier, alors nous avons explosé. Ce serait la discussion. Aujourd'hui, en Argentine, si nous avions prêté attention à ce qu'ils ont dit que nous devions aller à des taux d'intérêt réels, comme nous ne croyons pas que le taux d'intérêt est un mécanisme de coordination intertemporelle et d'inflation, un problème monétaire, et il ne nous est pas venu à l'esprit de faire ces oies, et moins mal que nous ne l'avons pas fait. Avec qui imaginer tous les livres que nous jetons à la poubelle des types qui parlent que le taux. Bloquer tout cela parce que c'est inutile. Cela dit, alors, le fait était, nous faisons une dévaluation et ce que nous arbitrons, ce sont les taux en dollars, c'est-à-dire le remplacement des pièces. Cela impliquait que les taux d'intérêt réels, en pesos étaient négatifs, mais étaient toujours très élevés en dollars. Alors, comment les dollars pour abaisser et comment le solde de la Banque centrale a-t-il été pour nettoyer? Eh bien, une partie du solde de la Banque centrale a été liquéfiée, c'est-à-dire qu'une partie de l'ajustement a payé les banques, c'est-à-dire qu'ils ont dû cesser de travailler comme vélo et ont dû commencer à travailler sur les banques. Mais non seulement cela, mais, au fil du temps et que le nombre fiscal était solide, nous avons pu être financés par l'émission monétaire et que cette émission monétaire, afin qu'elle n'ait pas eu d'impact sur les prix, l'a retirée du marché et a payé le taux d'intérêt. Cela aurait toujours dû être de la dette, du trésor. Zen, among the masterful, monstrous task. Cyclopeia of Toto, Caputo, which was not chosen for the best minister of economy in the world, which he congratulate him publicly, added to the enormous work of Pablo Quirno reporting the debt market in peso, and the fabulous task of Santiago Bosili,
In the central bank, we began to disarm the problem of the remunerated liabilities. Nous aurions mis en quintute le montant d'argent, en une journée. Si au lieu d'être libéraux libertarios, nous aurions agi comme des libéraux libérés. Puis, dans ce contexte, quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose que personne n'a trouvé la solution, que tout le monde a cherché le côté. En 6 mois, nous nettoyons le solde de la Banque centrale, des passifs payants, ce qui fait un ajustement équivalent à 10 points du PIB. Et cela fait, avec l'ajustement que nous avons fait dans le Trésor, nous avons fait le plus grand ajustement dans l'histoire de l'humanité, et nous y sommes. Par conséquent, nous avons terminé avec le problème des responsabilités payantes. Puis nous avons résolu la question des PU, et la seule chose qui restait était la publication du secteur externe. Et, évidemment, regardez. Je vais vous dire une anecdote qui est fabuleuse. Boca joue une finale intercontinentale, si je ne me trompe pas. Elle allait à l'encontre de Milan. Boca définit les pénalités. C'est de mon temps qui venait de Boca. Remarquez que j'ai cessé d'être de Boca. Quand un certain personnage est revenu et quand un 5 est apparu, qui avait moins de marques que le salé, qui m'a fait arrêter d'être la bouche. Mais cela n'a pas d'importance. C'est un détail de 25 ans. Si cela continue à un moment donné, je pourrais retourner à la cour. Mais c'est un autre problème. Cela dit, ils vont à une définition des pénalités et de Battaglia era la pénalité et, heureusement, grâce à Abondantieri, qui est aussi un tifoso, tout comme Palerme, ils imaginent que je me réévalue. Ensuite, Boca remporte cette finale. Et un journaliste n'a pas une meilleure idée que d'aller le signaler quand il veut aller pour célébrer Battaglia. Et puis il va et au lieu de lui demander, je ne sais pas, ce qu'il pensait. Ils avaient tout gagné. Qu'est-ce que ça fait du mal? Puis Battaglia, avec une grande sagesse, Fabulous, dit, avez-vous déjà lancé une pénalité dans une finale intercontinentale? Non. Eh bien, regardez, les pénalités errent ce qu'ils donnent un coup de pied. Ceux qu'ils ne donnent pas de coup de pied ne se trompent pas, a-t-il déclaré. Parfois, certains disent que nous faisons des erreurs. Et oui, bien sûr, nous faisons des erreurs. Celui qui fait des erreurs, et surtout des gens qui font longtemps. Si je lui avais dit qu'avec 15% de la Chambre des députés et avec 10% de la Chambre des sénateurs, nous allions faire une réforme structurelle, qui est la plus grande histoire, en Argentine, car elle est 8 fois plus grande que le Menem. Il m'aurait dit que c'était impossible et, cependant, nous l'avons fait. Ou quand ils ont dit que, par exemple, il était impossible de mettre fin au piquet. Et grâce à la gestion de cet énorme ministre, qui est le docteur Bullrich, aujourd'hui en Argentine, il n'y a pas de piquet. Ou ceux qui ont dit qu'il était impossible de mettre fin aux intermédiaires de la pauvreté jusqu'à ce que je mette un ministre, qui a les balles, comme le Mario Alberto Campes, et c'est terminé avec les gestionnaires de la pauvreté. Imaginez donc toutes les choses que nous faisons tous les jours. Regardez toutes les choses qu'elles désagréables. Tous les jours. Le ministre Sturzenegger. Autrement dit, avec lequel quelque chose qui était impossible, nous le rendons possible tous les jours. De toute évidence, si vous faites des choses tout le temps, et certains le jetteront dans la galerie, oui, la vie. Mais il me semble que dans le filet, sans aucun doute, nous faisons le meilleur gouvernement de l'histoire. En ce sens, lorsque nous passons au programme, à la partie monétaire de l'offre excédentaire zéro, ce que nous disions était seulement que nous émettrons d'acheter des dollars. Croyant que la demande d'argent lorsqu'elle augmente est avec un taux de change fixe, il apporte à laisser les ventes de dollars et l'augmentation des réserves. Et le problème est que, bien sûr, ce n'était pas dans les manuels, parce qu'un jour j'étais auto-flagellaté. Un ami, il a dit, mais était-ce dans les manuels? Non. Et puis que voulez-vous? Eh bien, c'est bien mais je n'aurais pas dû. Eh bien, cela n'a pas d'importance. Nous nous sommes trompés là-bas et nous ne savions pas que
lorsque vous avez un modèle d'économie ouverte, sans contrôle des capitaux. Quelle est la vente de dollars à la banque centrale est une demande d'argent. Mais cela est vrai lorsqu'il n'y a pas de contrôle des capitaux. Autrement dit, lorsque j'ai des contrôles en capital et que je forçais la monnaie, cette vente de dollars, cet achat de pesos n'est pas une demande d'argent. Une partie peut être une demande d'argent, mais l'autre partie n'est pas une demande d'argent. Et c'est ce qui allait au taux de change et c'était ce que je faisais. Qu'il y avait une pression sur les prix ou que l'inflation ne baisserait pas tout aussi vite que nous le voulions. Donc, quand nous sommes confrontés à une course et que le dollar était en 1500 et que tout le monde prédisait que 2000 ont sauté et cela à l'autre semaine 2500, etc. Nous avons décidé de changer à nouveau le programme monétaire et sommes allés à ce qui est une émission zéro. Aujourd'hui est inférieur à 1200. Quelque chose s'est produit qui ne s'était jamais produit en Argentine et le dollar s'est abaissé. Et c'est ainsi que nous atteignons zéro émission. Et puis aujourd'hui, nous discutons de ce qui est le départ des actions, c'est-à-dire aujourd'hui de la durée des actions beaucoup plus près que ce que nous étions en décembre. Parce que, en outre, au milieu, nous avons reconnu une perte de capital dans la Banque centrale, le résultat de la direction précédente, pour l'équivalent de 45 milliards de dollars. Et, en plus, au milieu, nous avons acheté environ 20 milliards de dollars. Autrement dit, si vous voulez aller à un système, que ce soit une compétition de devises ou un système gratuit, ou si vous souhaitez terminer la fermeture de la banque centrale, la première chose que vous devez faire est de la nettoyer et de restaurer le patrimoine. Parce que, de cette façon, lorsque vous restaurez le patrimoine, cela signifie que les passifs monétaires seront sauvés et, par conséquent, le niveau de prix est ancré. Au lieu de cela, si vous voulez le faire, moi, l'autre jour, j'ai écouté un stupide, car il est directement stupide, qui a dit que nous pourrions faire le premier jour fermant la banque centrale. Eh bien, regardez, si vous ne sauvez pas les poids et faites-le avec des actifs nets négatifs. Comment éliminez-vous les poids? La seule façon de les éliminer est avec l'hyperinflation et la génération de 95% des pauvres. Et oui, en janvier, le 1er janvier, il le reviendrait déjà aux kirchneristes au pouvoir. Un génie, soit pour se stabiliser, en dollars ou éliminer la banque centrale. La première chose à faire est de nettoyer la banque centrale. Et nous l'avons fait comme jamais auparavant dans l'histoire, car nous nettoyons non seulement la perte de capital, de 45 milliards de dollars, mais en même temps, nous achetons 20 milliards de dollars. Waouh, nous améliorons le bilan, la banque centrale. C'est pourquoi les prix baissent. Quant à la sortie des actions, en gros, 3 conditions doivent être données. La première est que le surplomb de l'argent disparaît. Le surplomb d'argent a lieu lorsque j'ai des contrôles de prix ou lorsque j'ai des contrôles en capital. Fondamentalement, nous avons généré un déficit budgétaire. Nous avons émis de l'argent, que l'argent est allé sur le marché des devises, avons fait pression sur le taux de change, tandis que le pouvoir d'achat du poids a chuté. Ensuite, essayant d'ancrer les prix avec le taux de change. Le taux de change a été fixé et les réserves ont commencé à être perdues. Lorsque les réserves ont été perdues, la demande excédentaire de Garrotazo a été éliminée, ce qui est un contrôle des capitaux. De cette façon, vous êtes obligé d'exiger plus de poids que ceux qui le souhaitent. Augmente l'assiette fiscale de la taxe sur l'inflation et c'est ainsi qu'ils ont corrigé. Mais là, il vous reste beaucoup de pesos parce que ce sont des pesos qui voulaient acheter des dollars et ne pouvaient pas et étaient piégés. Ainsi, la première chose que vous devez faire est d'éliminer le surplomb d'argent. Donc, la question est de savoir comment savez-vous quelle est la demande d'argent pour déterminer à quel point le surplomb d'argent est juste, et cela, bien que l'on puisse le faire, a ses problèmes, c'est-à-dire pour croire que la fonction de la demande d'argent. Il y a donc un autre mécanisme. Nous avons décidé de garder le montant d'argent constant. Si je garde le montant d'argent constant, je sais que le surplomb d'argent disparaît lorsqu'il n'y a plus d'inflation. Donc, j'ai fixé le montant d'argent.
Lorsqu'il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de surplomb d'argent. Si l'inflation du programme aujourd'hui est de 2,5, l'induite, et examine celle observée en 3,5, le programme génère aujourd'hui un point d'inflation, c'est-à-dire que l'argent surplombe est toujours un nettoyage. Ainsi, la première chose que nous devons trouver, c'est que l'inflation observée à la cartographie avec l'inflation induite, car le jour qui se produit signifie que le surplomb d'argent a été nettoyé, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de déborder des pesos. C'est un élément très important. Le jour qui disparaît le surplomb de l'argent, qui se produit lorsque l'inflation observée coïncide avec celle induite. Et ce n'est pas quelque chose d'un seul mois, ce doit être quelque chose qui est vérifié de manière robuste. Première condition. Laissez l'argent surplombant de l'argent. Atteignez-vous? Non, parce que j'ai encore des problèmes de stock. Donc, je dois également résoudre le problème, par exemple, des dividendes à l'étranger que je n'ai toujours pas payés et je les ai piégés. Autrement dit, je dois également résoudre le problème des actions en devises étrangères. Naturellement, atteignez-vous cela? Non. Une autre condition est manquante, et c'est que la base monétaire de sa définition traditionnelle coïncide avec la large base monétaire. Quelle est la différence? La différence est le LeFi et le cap. Ainsi, dans la mesure où l'économie commence à se remettre, il y a une demande d'argent. Si tel est le cas, ce que nous devons voir, c'est que les LeFi doivent rétrécir, et c'est quelque chose qui se passe. Parce que vous êtes une entreprise, que vous avez de l'argent sur Money Market, il y a une reprise de l'activité économique, et il y a, soit parce qu'ils téléchargent des salaires réels, qui il y a 5 mois augmentent, parce qu'ils améliorent en termes réels la retraite, parce que le cycle boursier a été épuisé et que vous devez les racheter. Alors l'activité économique commence à bouger. En fait, la récession s'est terminée entre avril et mai, et nous sommes en convalescence. Savez-vous qu'aujourd'hui, les EMAE sans fin, août, est au même niveau que décembre? Autrement dit, nous avons mis le plus grand ajustement de l'histoire de l'humanité et nous récupérons déjà le niveau d'activité économique avec laquelle nous arrivons. Allez, si cela ne ressemble pas à un miracle, alors, quelle entreprise va faire pour produire? Allez-vous emprunter? Non, vous désarmerez votre marché monétaire. Lorsqu'il démonte son marché monétaire et demande à la banque qu'il fait? Désactiver la position des LeFi. Ensuite, le Trésor paye les LeFi, paye le cap. Et qu'est-ce que la base monétaire, dans la définition traditionnelle, commence à apparaître et commence à servir la large base monétaire? Tous motivés par la demande d'argent, pas du côté de l'offre. Cela ne génère donc pas de pression dans l'indice des prix, car c'est la demande. Disons, il provient de la demande d'argent. Lorsque l'écart entre la base monétaire traditionnelle et large coïncide, en même temps que le problème du stock de dette en devises étrangères et l'inflation du programme est nul, c'est-à-dire égal au programme induit. À ce moment-là, il n'y a pas de problème de stock, il n'y a pas de problème de flux et il n'y a pas d'excès de pesos. Par conséquent, c'est le jour où nous allons ouvrir les actions. Et ce jour-là, nous allons l'ouvrir sans aucun choc, car il n'y a pas de quoi aller contre le poids. Autrement dit, la solution pour sortir des actions est également destinée, mais elle dépend des décisions des individus. Alors que ces éléments convergent plus rapidement, la sortie est plus proche des actions. De toute évidence, s'ils mettent un gâteau en argent et résolvent le problème des actions, j'ouvre et je laisse les stocks. Je n'ai aucun doute. Maintenant, le fait est de savoir comment nous pensons à partir d'ici, sans le stock. Comment fonctionnera la politique monétaire? Regardez, ici, le problème est que nous avons décidé de zéro émission. Alors, que se passe-t-il si je n'ai pas de diffusion et que l'économie commence à récupérer? Évidemment, par conséquent, la demande d'argent augmente. Donc, si la demande d'argent augmente et que le montant d'argent est donné, que m'arrivera? Plusieurs choses vont m'arriver, mais la chose la plus évidente est que j'aurai une déflation. De plus, une autre chose qui m'arrivera,
c'est que je vais apporter les dollars à monétiser. Et quand j'apporte les dollars, que se passe-t-il? Je les emmène sur le marché des équipements pour obtenir des pesos. Donc, cela génère une baisse brutale du taux de change nominal. Et le problème qui peut générer cela est que la vitesse d'ajustement est si rapide sur le marché financier par rapport au marché des marchandises, qui peut générer des faillites. Ainsi, où j'ai la déflation ou j'ai les faillites. Alors, comment résolvons-nous cela? Nous avons déjà donné la solution. Certains le mettent en œuvre. Qui est la concurrence des devises? Autrement dit, vous, les individus eux-mêmes, êtes ceux qui monétisent l'économie. Ensuite, prenez vos dollars. Et aujourd'hui, vous pouvez effectuer des transactions en dollars ou dans n'importe quelle devise. Autrement dit, il y a aujourd'hui une concurrence en devises. En fait, vous pouvez utiliser la monnaie souhaitée. Pourquoi faisons-nous cela? De sorte que, de cette façon, ils n'ont pas à aller en poids. Puis il y a une appréciation très brutale du poids générée par un problème du côté réel. Et cela se produit aujourd'hui. Un supermarché a fait, et d'après ce qu'il a fait, je dis maintenant, car ils l'ont fait. Merci, dit Arco, parce que vous avez montré les autres qui peuvent être faits. Faites tout. Ensuite, vous commencez maintenant à faire circuler les dollars dans l'économie pour effectuer des transactions. Ensuite, si vous aviez déjà un modèle de taux de change fixe, que se passe-t-il? Non. Eh bien, vous deviez y aller, vendre les dollars. La banque centrale les a achetés et étiré le montant d'argent. Notez que ce qui s'étend sur le montant d'argent est la demande d'argent. Mais si je n'augmente pas l'offre, alors comment résoudre ce problème? Ou avec la déflation ou ce que les gens font un système de compétences en devises, entrez les dollars et les utilisent comme ils l'ont ressenti. Si vous commencez à penser que les réformes structurelles que nous avons faites sont un saut économique de 90 positions et qu'aujourd'hui nous avons des institutions, de la formelle, qui ressemblent à celles d'Allemagne, de France, d'Italie. L'Argentine doit grandir dans les années à venir. Il y a un travail de Juan Pablo Nicolini qui dit qu'en atteignant l'équilibre budgétaire, dans 10 ans, nous double du PIB par habitant, nous atteindrons 7% par an. Non seulement cela, mais aussi si vous regardez, le fait d'avoir fait un ajustement budgétaire de 15 points du PIB signifiait revenir au secteur privé 15 points d'épargne, ce qui financera l'investissement. Cela fera croître l'économie. De plus, ils ont les avantages du RIGI, ils ont la chute du risque de pays. Ou quelqu'un aurait imaginé que, recevant le pays avec un risque de 3000 pays, aujourd'hui, nous avons brisé la barrière des 900 points et que, lorsque nous libérerons les actions, nous commencerons la voie afin que, tôt ou tard, nous deviendrons la grâce d'investissement. Ce qui était impossible, nous le rendons possible. Et remarquez que, selon l'économie, il augmente, car les taux d'actualisation baissent également, l'inflation disparaît, nous déréglementons. Et ce sont tous des éléments qui font croître l'économie. Je suggère de voir mon discours dans l'idée que je présente le cas de l'Argentine comme analyse de rentabilisation. Ensuite, dans ce contexte, avec plus de demandes d'argent. Compte tenu de la concurrence des devises, l'économie commencera à monétiser les gens en mettant leurs propres dollars à l'intérieur de l'économie. Et cela va faire cela si j'ai donné le nombre de pesos. Vais-je avoir quoi? Plus de dollars relativement. Et il y aura un moment où la relation entre les dollars et les pesos dans l'économie sera si grande que la dollarisation sera de facto et le faire dans les faits. Se désinfecter le solde de la banque centrale sera plus facile qu'un clic des doigts. Par conséquent, en fin de compte, nous serons en mesure d'éliminer la banque centrale et de mettre fin à ce cancer impur qui a été dans l'histoire argentine appelé Banque centrale de la République argentine, ce qui nous a amené à emmener 13-0 dans les devises, que nous détruisons 5 signes monétaires, que nous avons eu 2 hyperinflations sans guerre et qui aurait été un mécanisme qui nourrissait l'escroquerie des politiciens. Par conséquent,
l'arnaque des politiciens de l'électoral, qui est d'ailleurs. Nous sommes le seul parti qui a pris la réforme électorale et a mis le bulletin de vote unique. Nous sommes le seul gouvernement qui assure l'équilibre budgétaire car aujourd'hui, nous allons au budget avec une loi sur le déficit zéro et si vous voulez dépenser autre chose, dépensez. Mais ils devront le couper ailleurs et ils devront mettre la truite et dire aux gens où ils l'obtiendront. Enfin, avec tout ce que nous faisons, dans la Banque centrale, et en matière monétaire, à un moment donné, la relation entre les dollars à l'intérieur de l'économie et le poids sera si grande que nous pourrons encourir. Nous serons en mesure de fermer la Banque centrale et que nous aurons terminé avec ce cancer que nous hérivions de 1935, lorsque cette institution non éloignée a été créée qui était la Banque centrale de la République argentine. Cela pour la seule chose qui a servi était d'enrichir les politiciens et d'appauvrir les Argentins. L'Argentine de la caste était terminée. Les Argentins d'hommes libres qui vont être prospères arrivent. Merci beaucoup. Que la force du ciel les accompagne. Et vive la liberté. Bon sang. Vive la liberté. Bon sang. Vive la liberté. Bon sang. Merci beaucoup.